Il n'est pas très long ce document parce qu'en fait, ça parle pas beaucoup du RIC, que ce soit dans le projet ou dans Guillotine. On a mis les trucs qui s'en rapprochaient le plus. Et puis là, l'idée, ça va être, on lit, on réagit et on voit ce qu'on en fait. Quelle est la bonne âme qui veut faire lecteur ou lectrice ce soir? Vous voulez que je le fasse? Ouais, Oui. Ouais. La meilleure voix. Je lis la première partie. Le RIC, extrait de Le projet. L'urgence, les normes. Démocratie, référendum fondé sur l'article 11 de la Constitution proposant création d'un RIC en toute matière, instauration du principe de mandat révocatoire et de la possibilité permanente de transformer le mandat représentatif en mandat impératif à toute échelle. Je continue? Une remarque, oui, non, il faut qu'on en parle là. Ouais, il y a besoin de clarification. Alors, juste un si truc vous voulez de... réagir, n'hésitez pas à mettre un point d'exclamation dans le chat, comme ça on aura un ordre de prise de parole. Oui, et c'est valable aussi pour toi, Étienne, t'es pas un VIP. Comment il faut faire alors? Tu mets un point d'exclamation dans le chat pour les personnes qui veulent prendre la parole, pour les personnes qui veulent réagir à quelque chose qui vient d'être dit, vous mettez 2 points d'exclamation, et les personnes qui ont une question, vous mettez un point d'interrogation. Juste un mot assez choquant, je trouve, en syntaxe, que je trouve chez même les intellectuels, c'est pas bien de faire cette faute. Le mandat est révocable, il n'est pas révocatoire, et c'est la procédure qui est révocatoire. Donc le RIC est révocatoire, et le mandat est révocable. Voilà, il faut corriger partout, parce que c'est une faute qui devient tellement courante, les gens parlent de mandat révocatoire, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est juste une bricole, mais bon, voilà, c'est énervant. Qui donne la parole? Exactement. Ouais, je peux le faire. Donc je me donne la parole, et puis ensuite il y a Lolo qui a une question. Moi, l'autre truc que je comprends pas, c'est la possibilité permanente de transformer le mandat représentatif en mandat impératif à toute échelle. Je comprends pas cette logique. Est-ce que, je sais pas, le mandat représentatif en mandat impératif, comme si c'était deux choses qui étaient différentes, alors qu'un représentant doit avoir des impératifs. Ça fait partie de la même chose. C'est une condition, en fait, le mandat impératif au mandat représentatif. Donc, je comprends pas cette deuxième partie. Voilà. Ok, du coup, j'ai plus de questions puisque c'était la même. Du coup, moi j'en ai une de réaction. Je comprends pas. C'est juste une question de français peut-être, je sais pas. Mais Oui. la possibilité permanente de transformer. Donc, soit on met en place un mandat impératif, donc le mandat serait révocable et impératif. Je dirais plutôt d'ailleurs dans l'autre sens, impératif et révocable. Mais que voudrait dire ce possibilité permanente de transformer? C'est Pour moi, il y a un flou là. Après, nous pour le RIC, c'est pas très important ça, mais bon, voilà, c'est un flou de forme. C'est un petit peu ce que, ouais, ma question aussi. C'est incompréhensible. Il me semble aussi que le contraire d'impératif, c'est pas représentatif, c'est indicatif. Mandat représentatif en mandat impératif, enfin, mandat représentatif, ça veut rien dire. Et le contraire de l'impératif, c'est indicatif. Et qu'on n'est pas obligé, on n'est pas tenu par. Et je suis comme Léo et Benoît sur la question. Je ne sais pas même à quoi ça sert de pouvoir transformer un mandat indicatif en mandat impératif. Je ne vois pas le cas de figure auquel ils ont pensé. Mais d'où sortent ces deux points-là? Ça sort du livre de Juan ou? D'un texte sorti après le livre qui s'appelle Le Projet, Ah oui, j'avais qui est en fait imprimé le le truc. programme dans une Allez, version un peu actualité. plus aboutie.
Ouais. Donc moi j'ai posé une petite question par écrit, donc mais bon c'est pas. Au départ, je réagissais pour bon je me rappelle plus alors. Ma question, que veut dire mandat impératif? Un exemple SVP, ça existe où? Dans la plupart des contrats de travail en politique, c'est rarement le cas, malheureusement. Et heureusement, diraient certains élus. L'idée, c'est que mandat impératif, tu t'es engagé à faire des choses et tu es obligé de les faire. Ou alors il y Ah oui, a le mandat impératif au fil de l'eau, c'est-à-dire que plutôt que l'élu prenne, enfin l'élu ou le responsable politique prenne les décisions par lui-même, il ne fait qu'appliquer les décisions de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, généralement, quand on dit mandat impératif, on parle du peuple. Donc, la plupart des contrats de travail, bah, tu fais ce qu'on te demande de faire. Tu fais pas n'importe quoi comme ça te chante. Bon, bah, les élus, ils font n'importe quoi comme ça leur chante. d'accord. Et ensuite, ça c'est plus général, comme vous avez lu le projet. Est-ce qu'il il veut faire cohabiter le, les représentants, les élections de représentants, le RIC comme en Suisse, et par exemple rajouter un petit peu de tirage, enfin aussi du tirage au sort? Est-ce qu'il y aurait trois styles de démocratie? Est-ce qu'il a ou il n'a parlé que du RIC, parce que je vois qu'il a peu parlé finalement du fonctionnement, donc c'est très succinct. Et donc est-ce qu'il veut quand même mixer ça avec d'autres formes? Pardon. Là, il y a certaines questions, en fait, c'est à lui qu'il faut les poser. Nous, on essaye de comprendre son programme, on comprend pas grand-chose en réalité. Donc, c'est pour ça. Mais là, on peut pas répondre à tes questions. Je t'invite à lui poser. Ouais, je crois que lui-même, c'est On n'est pas sûr compliqué. que lui. Tu as fini, Julieta, ou tu as d'autres Non, j'ai fini. Merci. C'est à Marie. Enfin, Julieta, je sais pas, il y avait pas de. En fait, on peut pas apporter de réponse, à moins que d'autres personnes ont des réponses. Léo, je sais pas, ou Étienne, des réponses à apporter. Bah, du tirage au sort, il en a balancé un peu dans sa constituante, là, et un peu. Un tiers. Sinon, pour le reste, je crois qu'il est plutôt dans un axe cinquième République bis qu'une révolution citoyenne. Pour réfléchir sur le mandat impératif ou indicatif, il faut connaître les arguments des élus et des politologues qui défendent le gouvernement représentatif. Selon eux, et il y a du vrai, si chaque élu, chacun des centaines d'élus avait un mandat vraiment impératif, qui était tenu par une parole sans possibilité de changer d'avis, l'Assemblée ne pourrait pas discuter, débattre. Il y aurait pas de, il y aurait des votes, mais il n'y aurait pas de possibilité de rapprocher les points de vue. La possibilité, l'interdiction du mandat impératif officiellement, à mon avis, c'est une tromperie, mais officiellement, et ça n'est pas dénué de sens. Tu lagues, Étienne. Étienne. Ah, Allô? pardon. Oui, tu Oui, m'entends? bon. Oui, d'accord, bah tant pis, alors, je sais pas. Non, non, Ok. mais on a entendu, mais est-ce que tu as pas des fenêtres ouvertes? Ah, mais tu es sur portable, donc ouais, tu dois pas avoir un super réseau. Peut-être, ouais, je sais pas. Est-ce que Je sais tu es pas en si vous avez. Wi-Fi? Je suis en. Le téléphone n'est plus en Wi-Fi là. Peut-être qu'il devrait l'être. Ouais, peut-être que tu te passes en Wi-Fi, que tu te mettes plus près du Wi-Fi. Ouais, je vais essayer ça. Merci. Il y avait Marie qui voulait prendre la parole. Oui, vous répondez en partie à ce que je voulais demander. Je me pose la question, est-ce qu'on va bien comprendre, nous, ce que lui a voulu dire? Parce que ça me paraît très confus
Et je ne suis pas sûre que on soit dans la même compréhension que ce jeune homme. Je comprends, entre autres, qu'il veut rester avec la Constitution de 58, alors qu'il propose un fonctionnement complètement différent. Donc, ça me paraît pas très contradictoire, tout ça. Et voilà. Pour l'instant, vous avez répondu en partie à aux questions que j'allais poser. Je ne comprends pas qu'un mandat devienne impératif à toute échelle, une possibilité. En fait, son vocabulaire, il me choque beaucoup à moi. Voilà. Et donc, en fait, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire là. Voilà. Si quelqu'un peut m'expliquer clairement, mais je crois pas. On est plusieurs à pas comprendre. Merci Marie. Ludo avait une question. Ouais, enfin un petit peu une question, une réponse, un peu tout, quoi. Moi j'ai l'impression, c'est pas que j'ai pas compris, mais j'ai peur que ce qui soit marqué, ce soit assez clair quand même. C'est-à-dire que de base, un mandat, le mandat dont il rêve n'est pas du tout impératif, mais qu'à tout moment, on peut le rendre. C'est une possibilité pour tout mandat, à tout moment, on peut le rendre impératif. Bon. Après, rendre un mandat impératif, si je devais dire ce que je veux en faire, ça m'intéresse pas des masses en fait. Pour moi, les représentants, les politiques doivent être responsables devant le peuple, quoi qu'il en soit. Donc, je verrais plutôt à la place de ces phrases-là, je verrais plutôt à minima, donc le révocable, donc éventuellement un RIC veto ou un RIC révocatoire ou mais en tout cas que les politiques soient responsables, pas qu'ils. Parce que là, ouais, ça a une couleur, je sais pas, j'ai l'impression que ça a une couleur quand même assez identique à celle de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Valérie, du coup, si ça attendait pas de réponse. Oui, Valérie. Je voulais demander si vous pouviez pas me traduire, j'arrive pas à comprendre cette phrase. Il n'y a pas moyen de le dire plus simplement. Ça risquerait de dénaturer le sens. Et vu qu'il y a un flou, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'aurais simplement dit instauration du mandat impératif et révocable. Mais si c'est pas dit comme ça, et à toute échelle, si c'est pas dit comme ça, c'est peut-être que c'est pas tout à fait ça. Et d'où l'idée de ce que disait Ludo là, c'est que peut-être que par défaut le mandat ne serait pas impératif, mais qui pourrait le devenir. Alors sous quelles conditions, on ne sait pas. C'est voilà, c'est là qu'il y a un flou et donc c'est difficile à traduire ça. Merci. T'as essayé. Et surtout que s'il y a le RIC révocatoire, quoi, tous les mandats représentatifs et même les fonctions peuvent être révocables. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi le préciser et pourquoi cette idée de rendre la possibilité permanente de transformer. Ouais, je comprends Absolument. pas. Je suis d'accord avec cette objection. Il y avait Doumé qui a demandé la parole. Eh ben, écoute, je vais commencer par rebondir ce que tu viens juste de dire, c'est-à-dire que oui, je pense qu'à partir du moment où il y a un mandat révocable, ton mandat représentatif, tu n'as même pas besoin de préciser qu'il va être impératif, puisqu'il y a sanction derrière. Si tu ne fais pas ton travail, j'irais presque dire c'est marqué dans la première moitié, quoi. Je veux dire, le mandat révocable, je pense pour moi qu'il explique bien le reste de la phrase. Et donc, pourquoi je voulais prendre la parole? Pour répéter ce qui vient d'être dit 2 fois, juste avant moi. Et j'avais pris des notes pour éviter d'être distrait. Je vais être fatigué ce soir, pardon. La deuxième moitié de la phrase, elle est très peu compréhensible pour la plupart d'entre nous ici. Comme la suite du texte que j'ai lu avant la réunion de ce soir. Et j'ai marqué du grand roi de Branco. Incompréhensible pour beaucoup de la population. Ce qui est impératif, c'est de rendre ce texte digeste pour la population qui ne baigne pas dans la dissidence. C'est-à-dire que nous tous ici présents, on a un passif derrière. Quand moi je parle aux gens autour de moi, à mes amis, à ma famille, mais on me regarde comme un extraterrestre parce que ces gens-là ne baignent pas dans la dissidence. Alors s'il faut qu'on fasse un texte sur le RIC,
Eh ben, j'en reviens à des trucs d'il y a 10 ans que je disais sans arrêt à Hélène, Léo, pour te rappeler des vieux souvenirs. Euh, faut vulgariser. Faut vulgariser. Ce mot-là, il est vulgaire. Non, il est simple. Il faut vulgariser. Il faut que tout le monde comprenne ce qu'on lit. Parce que là, c'est waouh. Donc, j'ai dit un peu plus fort ce qui avait été dit 2 fois avant moi. Et du coup, je me tais. Merci Doumé. Il y a Antoine qui a demandé la parole. Oui. Bon, moi, je vais donner ma compréhension. Et en fait, ce que j'étais en train de me dire, c'est que si on ne comprend pas très bien, ben, ça peut être un inconvénient ou ça peut être un avantage, à savoir on peut mettre un petit peu ce qu'on souhaite dans les pointillés et ensuite voir un peu la réaction du reste du mouvement, de Rouen et des autres. Des deux, entre le principe de mandat révocable, les transformations, etc., là, j'ai quand même un certain nombre de questions. Je me vois assez mal élire des députés en disant, bon, ben voilà, vous allez bosser en commission parlementaire, vous allez aller faire des enquêtes, vous allez représenter, vous renseigner sur la population, etc., etc. Mais à tout moment, on peut vous mettre à la porte. Ça, dans un contrat de travail, ça, c'est pas quelque chose que je voudrais accepter. Donc, voilà, c'est peut-être pas. Il faut quand même que les mandats ressemblent un petit peu à des CDD, à des CDI. De temps en temps, peut-être à mi-mandat, alors remettre un certain nombre de choses en question, mais pas trop. Il n'en reste pas moins que ce deuxième point, pour moi, est secondaire par rapport au premier. Pour moi, la création du RIC, c'est vraiment le point de départ qui peut rendre tout le reste possible. À savoir que si on fait passer le principe d'un RIC, eh bien à ce moment-là, on peut mettre en place un certain nombre de référendums qui vont être vraisemblablement sur l'ensemble des autres points du programme. Alors, il y aura vraisemblablement un ordre du plus important, du plus urgent, jusque vers le reste. Mais pour moi, c'est vraiment le RIC qui passe en premier. Et donc là, qu'est-ce que ça devient? Admettons que le RIC soit créé sur la base de l'article 11 de la Constitution. Bon, bah, il faut s'en servir assez rapidement. Si le président, appelons-le président Branco, est élu, bon, bah là, il faut que dans les premières semaines, la création du RIC soit faite et que dans les premiers un mois ou deux, on commence déjà à avoir des propositions sérieuses, ce qui fait en sorte que le travail qu'on devra faire aujourd'hui dans les autres propositions, eh ben, ce travail-là devra quasiment, je dis quasiment, mais devra tout simplement préparer des contenus de RIC à soumettre à la population pour mettre en place un certain nombre de mesures, dont l'une serait certainement une remise en chantier de la Constitution. Voilà. Merci Antoine. C'est un chantier qui a été proposé, mais justement ce que racontait Laurence, avec les ateliers qu'on devait mettre en place, la précision d'Éric, mais ça n'a jamais été fait, la précision du programme, en fait il y a eu une objection. Bref, il y a une réaction de Léo et après une question de Yol. Ouais, juste sur le dernier point là, préparer une série de RIC à soumettre à la population. Donc si on les prépare et qu'on les soumet à la population, c'est plus des RIC, c'est des référendums. Et ça, c'est un truc assez classique qu'on entend, notamment au NPA, ils disent ça, on va mettre en place le RIC, on va faire des référendums, et pour eux, ça veut dire la même chose. Faut bien préciser que voilà, si on les prépare, c'est plus des RIC. Merci Léo pour cette précision. C'est à toi, Yol. Pas tellement à rajouter sur ce que vous avez déjà dit. Effectivement, ce flou, il est un petit peu inquiétant et je suis plutôt quelqu'un qui essaie de trouver des solutions.
Et je me dis, peut-être que j'ai mal compris le principe des ruches, mais moi j'avais compris ça justement comme lui, il nous propose un programme et finalement, il vient prendre la température. Et le principe des ruches, alors, c'est plutôt d'affiner ce programme, de faire remonter ce qui apparaît flou, comme typiquement les 3-4 lignes là, qu'on vient de lire, ou inadapté, et de corriger, entre guillemets, peut-être, enfin, de l'amener peut-être à corriger. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que. Voilà. Merci Yol, j'avais compris la même chose moi aussi, mais dans les faits, c'est pas ça. Il y avait une réaction de Antoine et ensuite une question de Ludo. Ouais, je voulais réagir à la remarque de Léo, qui disait, ce que j'en ai compris, que si les référendums sont préparés, c'est des référendums, ça paraît nécessairement d'Éric. Je ne sais pas encore d'où ils viendront, hein, les référendums. Ce sera peut-être... bon, juste une parenthèse, je m'interroge vraiment sur l'articulation du pouvoir entre la présidence, à supposer que le mouvement y accède, et le reste des pouvoirs, et principalement autour de l'Assemblée. Je ne suis pas certain qu'on risque de pouvoir obtenir, advenant une victoire du mouvement, puisque c'est ça dont on parle, qu'on puisse réussir à avoir une Assemblée nationale, disons, majoritaire, on va dire, tout simplement, donc pour faire passer ces choses-là. Et si ça ne passe pas à partir de l'exécutif et de l'Assemblée nationale, il faut que ça parte d'autre part. Et l'autre part, ça va être des gens qui vont être tout simplement extérieurs au pouvoir. Donc, a priori, nous pas en tant que ministre potentiel, par exemple, ou député potentiel, mais à titre de citoyen, on va tous rester des citoyens. Et d'où, à mon avis, la nécessité d'avoir un certain nombre de documents qui pourront être soumis Est-ce que vous pouvez synthétiser un petit peu, essayer de faire plus court? Il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la parole, merci. Ouais, non, j'ai terminé. Super, merci. Mais il faut bien dissocier en tout cas le référendum d'initiative citoyenne à l'initiative des citoyennes et ceux qui sont à l'initiative du Parlement, du président, donc d'émettre. Et c'est toute l'idée du RIC, c'est que c'est un outil d'émancipation et de contrôle de ses pouvoirs. Et donc, pour les puristes, ni le président ni le Parlement n'a rien à faire dans les procédures de référendum d'initiative citoyenne. Ludo avait une question. Merci. Ouais, c'est juste par rapport au texte, là, il y a un ajout qui était en 1 point quelque chose avant, là, sur le veto. Je voulais juste savoir, ça vient d'où? Ça vient-il du projet de Roy? Mais c'est la suite de la lecture, c'est le petit 1. Ah non, on parle pas de la même chose. Si, il a sauté, mais c'était un petit 1. Voilà. Le rattaché à un acte spécifique, là, putain, je comprends pas. C'est pour ça que je me posais la question, ça vient d'où ce machin? Ben, on finit le tour de réactions et de questions sur cette partie, puis ensuite on continue la lecture. Hein. Pardon, allons-y. Non, je veux pas être autoritaire, pardon. Il y avait Lo qui avait une réaction. Tu as tout à fait raison, Benoît, il n'y a pas de problème. Oui, c'était, mais je l'ai mis par écrit, mais je peux le repréciser. C'était ce dont parlait Yol, c'est exactement ce qu'on proposait dans l'atelier qu'on voulait mettre sur 00. Et ça a été avorté puisqu'il y avait d'une part un refus de débattre ou d'échanger sur des sujets sur lesquels les ruches n'auraient pas été d'accord, ou des propositions de Branco sur lesquelles les ruches n'auraient pas été d'accord. Ça a été la proposition du cabinet a été de remplacer ces débats par un quorum de vote et un quorum posé à 2300 personnes, 2300 votes positifs, pardon, pour accepter une proposition qui ne serait pas celle de Juan Branco. Ce qui est tout à fait impossible à atteindre puisqu'il y a 17 000 inscrits et on va dire, allez, à tout casser, 400, 500 actifs sur les ruches. Voilà, c'était la précision qui donne, pour moi, ça va tout ensemble avec la question précédente sur mandat impératif ou représentatif.
Pardon, Lolo, mais ce genre de discussion, on va essayer comme c'est enregistré, tu sais, de rester sur le travail du texte. On pourra la voir après si vous voulez. Ouais, d'accord. Donc j'arrête là. Oui, on va éviter les buzz, les trucs comme ça. Donc, on a fait le tour sur cette petite partie. Valérie, si tu veux continuer ou tu veux que quelqu'un continue à ta place. Non, ça me dérange pas. Il y avait le petit 1, attention, Je lis le petit accrochez-vous 1. bien. Ouais, accrochez-vous bien. Petit 1. Les référendums révocables proposés devront être adoptés à la majorité de 2/3 ou seront regroupés et soumis au vote majoritaire à chaque tiers de mandat ou en cas de mise en jeu de son veto. Ils devront se rattacher à un acte spécifique. Merci. Il y a Doumé qui a une question. Ouais, j'ai vu sur la retouche, du texte, là, le petit 1, il y a marqué les référendums. Ah bah, pardon, ça vient d'être rectifié. J'avais le côté révocable ou révocatoire. Parce que du coup, par la différence qu'il en a fait Léo en début d'entretien, bah, tu comprends bien que si le référendum il devient révocable, il y a un danger, quoi. Voilà. Donc, oui, je le vois bien en révocatoire, le référendum, pour le coup. Mais t'as vu, j'ai bien pris ma leçon de français et j'embête tout le monde avec ça maintenant. Révocatoire, ça veut dire qui est capable de révoquer. Donc c'est la procédure qui révoque quelque chose. Alors que révocable, c'est qui est menacé d'être révoqué. Révocable, ça veut dire fragile, ça veut dire capable de subir une révocation. Donc vraiment, suivant le cas, il ne faut pas les mélanger ces deux mots, quoi. Le mandat peut subir la révocation, donc il est révocable, mais ce n'est pas le mandat qui est révocatoire. Et le référendum, lui, il est capable de révoquer quelque chose, quelqu'un ou un mandat, et donc le référendum, lui, il est révocatoire. Il a la puissance d'agir. Il est révocatoire, il peut révoquer. Ouais, c'est la différence. Le problème, Il y a Benoît qui. c'est incroyable que quelqu'un comme Juan ait fait cette erreur-là. Il l'a fait partout dans son bouquin. Enfin, c'est nul, quoi. Alors, résultat, les gens le répètent, et c'est une faute. C'est une faute. Enfin, c'est gros, quoi, comme faute, et qui se répand. Les gens font pas attention. Par habitude, ils utilisent l'expression mandat révocatoire, n'importe quoi. En bref. Excusez-moi. Non, mais pas de souci. Étienne, si tu veux prendre la parole, tu peux mettre un point d'exclamation dans le chat si tu veux. Il y a Benoît qui a demandé la parole. Benoît, que veux-tu nous dire? Il y a plein de choses. Oui, le référendum révocatoire les référendums révocatoires proposés devront être adoptés à la majorité de 2/3 ou seront regroupés et soumis au vote majoritaire à chaque tiers de mandat. À la majorité de 2/3 de qui? Ça, c'est, je me demande. Et soumis donc au vote majoritaire à chaque tiers de mandat, ça veut dire qu'en fait, chaque tiers de mandat, quoi, on peut changer, on peut faire des élections. Donc, ce serait des élections un tiers de mandat tous les 2 ans. Je trouve ça bizarre. Et en cas de mise en jeu de son veto, ou en cas de mise en jeu de son veto, ce qui veut dire qu'en fait, pareil, il y a un veto sur le référendum révocatoire, je comprends pas. Par exemple, si on veut révoquer le président et qu'il met son droit de veto, mais on peut pas le révoquer. Donc là aussi, c'est ambigu, je trouve, et devront se rattacher à un acte spécifique. Mais ça aussi, c'est hyper flou, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien du tout de ce petit. Étienne a demandé la parole. Non, pardon, Étienne. Léo t'a coiffé sur le poteau, il a mis 2 points d'exclamation, donc il a une réaction. Et après, c'est à toi la parole. Pardon. Ouais, tu soulignais mise en jeu de son veto. Donc, en fait, là aussi, il y a un problème de français, c'est mise en jeu de son mandat. Et dans quel contexte il serait mis en jeu, ce mandat? C'est dans le cas où, donc, a priori, le président, mais c'est pas dit ici,
aurait fait un veto, et on verra pourquoi dans la suite, parce que ça c'est expliqué dans comment fabriquer une guillotine, pour que le jeu de piste soit bien complet. Là tout de suite on peut pas comprendre tel quel, mais en gros c'est en cas de mise en jeu de son mandat à l'occasion d'un veto. Et pour préciser, d'un veto sur le RIC. Donc maintenant, c'est à toi, Étienne. Pardon, excuse-moi. En fait, 2 points d'exclamation, c'est lorsque tu as une réaction par rapport à ce qui a été dit. Un point d'exclamation, c'est juste je veux prendre la parole. Un point d'interrogation, c'est juste que j'ai une question à poser. Voilà, donc c'est à toi la parole, Étienne. Ok. C'est bien qu'il ait prévu quand même que son veto puisse déclencher un référendum qui le fout dehors, si j'ai bien compris. Ceci dit, quand il met la majorité aux 2 tiers, c'est une majorité renforcée, qualifiée, on dit, mais c'est beaucoup de 2 tiers, c'est difficile d'atteindre ça. C'est un peu comme si tu le rendais, la procédure que tu es en train de décrire, c'est comme si tu la rendais pas impossible, mais très difficile, quoi. La façon dont c'est dit est vraiment confuse, quoi. Hein. Adopter à la majorité des 2 tiers, où seront regroupés et soumis au vote majoritaire à chaque tiers de mandat. Enfin, c'est du jus de chaussette, c'est vraiment. Enfin, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Et là, c'est pas clair du tout. Bon. Ils devront se rattacher à un acte spécifique. Ça veut rien dire. On révoque quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit rattaché à un acte? J'avais jamais lu ça. Je tombe là-dessus. Je me dis, c'est Branco qui a écrit ça. Je sais pas d'où ça sort. Je suis en train de chercher le document, le projet là que j'avais imprimé, mais dans mes piles qui font plus d'1 mètre chacune, j'arrive pas à retrouver. C'est malin. C'est dedans, Étienne. Oui, ça fait partie du projet, ça. Il y a Léo qui avait une réaction. Ouais, par rapport à ce que Étienne disait, faut quand même relativiser la difficulté d'obtenir la majorité des 2 tiers. Sur une question standard, effectivement, c'est énorme et ça ne passera que dans de rares cas. Dans le cadre d'une révocation, tout est différent. Admettons, au premier tour de l'élection présidentielle, la personne qui est élue, elle est élue quelque part, elle a entre 15 et 20% des voix. C'est-à-dire qu'il y a 80% des électeurs qui n'ont pas voté pour cette personne et qui donc potentiellement voudraient le faire sauter dès le jour où il est élu. Et donc, s'il y a la possibilité de déclencher un référendum révocatoire le lendemain de l'élection avec une majorité des 2 tiers, bah évidemment que ceux qui auraient préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui est élu, ils vont le faire. Et il y a de grandes chances qu'ils gagnent, en fait. Donc, c'est le genre de modalité où on se retrouve en fait en instabilité absolue, c'est-à-dire une révocation permanente et donc une campagne électorale permanente avec des élections à tout bout de champ. Alors, c'est un peu contrebalancé par le où seront regroupés. Mais alors, pour quand est-ce que c'est l'un, quand est-ce que c'est l'autre, et qui décide qu'il faut les regrouper? Enfin bon, là, gros flou. Et, donc, du coup, ils seraient regroupés au plus tard à chaque tiers de mandat. Donc, ça veut dire à la quasi-certitude, parce que là, on est sur du majoritaire, que l'élection du président ne vaudra que pour 1,666666 années. Autant dire que voilà, ça reste la campagne permanente, l'élection permanente et une instabilité difficile à dépasser comme niveau d'instabilité. Je vois la même chose. D'autres observations sur cette partie, le petit 1, référendum Excuse-moi Léo, je n'ai pas compris ce que tu dis. Quand tu dis un président qui est élu avec 20%, c'est quoi cette histoire? Au premier tour. Ah oui, au premier tour. Ça fait 20%, donc il y a 80% des gens qui voulaient quelqu'un d'autre. Donc il y a 80% des gens qui vont être le potentiel votant des 2 tiers à atteindre.
et qui, pour le coup, les 80%, pour obtenir une majorité simple au tiers du mandat, c'est sûr qu'ils vont y arriver. Je comprends ça. Mais pour moi, le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, c'est tellement le plus mauvais scrutin du monde que prévoir une réforme constitutionnelle en gardant cette merde, c'est vraiment quand même pas sérieux. Enfin, bon, bref. Ludo demande la parole. Ouais, c'était juste pour dire, ouais, ça me choque particulièrement de devoir attendre un tiers de mandat pour pouvoir voter une révocation, parce que quand même, une révocation, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas du tout. Alors, si ça va pas du tout, faut peut-être réagir un peu plus vite que ça, quoi. Oui, Antoine a demandé la parole. Ouais, je vais mettre un petit bémol à cette histoire de voilà, quelqu'un qui est passé au premier tour avec 20% et on va le remettre en question tout de suite après. Je crois quand même que quand on vote pour quelqu'un, d'abord, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas des autres. Et il y a aussi les gens qui n'ont pas voté, il y a eu les votes blancs, il y a eu les abstentions, qui, eux, peuvent vouloir bloquer ça. Donc ça va un petit peu dans les deux sens. On peut avoir les abstentionnistes qui essayent de révoquer le mandat du président, si c'est de lui qu'on parle. Et il peut y avoir les gens qui ont voté pour un deuxième et qui finalement sont prêts à s'en satisfaire. Donc effectivement, ça lance une énorme incertitude. Et moi, ça me semble assez risqué, hein, toutes ces histoires. Et si à nous, ça peut nous paraître risqué, je pense que dans la population at large, ça va être encore pire. On va se prendre des critiques qui vont nous tomber dessus de la part des médias et on va vraiment passer pour des charlots avec ça. Ok. Il y avait JPP qui demande la parole. Alors, il faut qu'on pense aussi qu'on change complètement de système politique, puisqu'on a un RIC qui va être mis en place, donc on peut décider nous-mêmes, avec les RIC, des mesures à prendre. Donc, la société politique va être beaucoup moins clivante et beaucoup plus à l'écoute de la population. Donc, on ne va pas systématiquement virer quelqu'un pour qui on n'a pas voté, parce que de toute façon, on a un RIC qui est derrière. Et en Californie, par exemple, le RIC révocatoire existe, mais il n'est pas brandi tous les ans. C'est ma réflexion. Benoît demande la parole. Oui, mais je pense que les modalités du RIC californienne ne sont pas les mêmes que celles-ci. Certainement. Léo a une réaction. Ouais, si je ne m'abuse, en Californie, donc le recall, c'est pas un vote contre, c'est un vote pour. Parce que dans la procédure, il faut pourvoir le poste avec une nouvelle personne. Et donc, il faut réussir à trouver l'accord sur qui sera la nouvelle personne, ce qui est beaucoup plus difficile que de faire un vote contre. Ouais, JPP. Oui, alors je ne suis pas aussi pointu que Léo, mais pour moi, en Californie, quand on votait pour virer quelqu'un, on avait obligation de mettre le nom de son remplaçant, quel qu'il soit. Donc, si la personne n'était pas virée, elle gardait son poste. Et ça permet de gagner du temps aussi, hein, puis d'éviter des élections consécutives, et de mettre un nom de remplaçant, même si on vote pour garder la personne en place. Donc, c'est pas forcément, pour moi, hein, c'est pas forcément plus compliqué. Merci. Plus de réactions, on continue la suite de la lecture. Référendum fondé sur l'article 11 de la Constitution proposant la convocation d'une assemblée constituante dotée d'un mandat de 12 mois aux élus sur liste proportionnelle aux 2/3 et sur tirage au sort au tiers. Je continue. Définition du champ d'application des RIC ainsi que de ses modalités, formation de la proposition, période de soutien, campagne d'information et votation, engagement du mandat présidentiel après consultation populaire, réorganisation du Parlement et du mode de scrutin de ces deux chambres,
Petit. Je pense Vas-y. qu'il y a beaucoup à dire sur ces parties. Je sais pas ce que vous en pensez. Non? J'ai Ouais, demandé la parole, ouais. Moi, je demandais la parole déjà. l'autre, il est un peu à part, juste si on peut finir le petit 2, parce qu'il est drôle. Ouais, vas-y. Bon, ben, d'accord. On fait tout l'ensemble, mais après, ça va être la guerre, hein. Non, mais c'est juste pour expliquer les deux chambres, mais ça n'explique rien. Donc. Petit 2, réorganisation des fonctions législatives avec 3 options. Création d'une chambre basse, chargée de Ah non, débattre et non, proposer. c'est tout, ça s'arrête là, avec Ok, 2 options, 2 points, et c'est ça la fin du texte. ok. Oui, c'était une blagounette. Bon, alors, ouais, plein de réactions. Mais j'ai essayé de faire court. Moi, il y a plein de choses qui me dérangent. Bon, déjà, l'utilisation à outrance de l'article 11 pour modifier la Constitution. Le fait que d'application des RIC et ainsi de ses modalités. Attends, non, c'était où élu sous proportionnel. Oui, voilà, proposition de constitution proposant la convocation d'une assemblée constituante dotée d'un mandat de 12 mois aux élus sur liste proportionnelle aux 2/3 et tirage au sort au tiers. Donc, ouais, ok, une assemblée constituante oligarchique, vu qu'elle est en grande majorité élue. C'est un petit peu le modèle qui pique. Et puis pour le reste, voilà, je laisse la parole aux autres personnes. Ouais. Il y aurait tellement à dire. JPP, juste après moi. Alors, je retrouve mon truc. Oui, cette Assemblée constituante, elle a 12 mois pour définir les modalités d'application de tous les RIC. Donc ça veut dire que pendant à peu près 3 ans, il n'y aura pas de RIC possible, parce que déjà, il y a 12 mois pour que l'Assemblée décide, puis après, elle va décider en fonction d'un petit groupe de personnes et non pas de l'ensemble de la population. Il y a le temps de délai de recueil des signatures, donc on part sur 18 mois, mettons. Le contrôle de conformité pour voir si ce RIC est bien conforme à la Constitution, les débats avant votation, l'organisation de la votation. Donc pendant 3 ans, on n'a pas de RIC. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi on ne prépare pas tous ces RIC avant la présidentielle de manière à les proposer et au minimum de mettre en place, d'écrire le RIC constituant. Parce que si on a le RIC constituant, on a accès, nous, à la Constitution et on peut après écrire tous les autres RIC nous-mêmes. Et c'est ça, on a l'impression qu'on fait du en même temps avec ces écrits. Donc on propose un truc et après on met une barrière. Donc on est dans un truc d'obstacle et on ne peut pas avancer parce qu'on ne sait pas où va l'auteur de ce qui est écrit. Voilà pour ma petite réflexion. Merci JPP. Lolo avait une question. Donc, c'était plus une confirmation, enfin, une demande de confirmation, si j'avais bien compris. Tu dis que l'article 11 est utilisé à outrance. Ça est du fait que cet article 11, en fait, il n'y a que le président, si j'ai bien compris, qui peut, enfin, le gouvernement qui peut le déclencher, c'est ça? Ça dépend de l'alinéa. Non, il peut être déclenché par le président ou il y a aussi la partie du référendum d'initiative partagée qui n'est pas partagée mais qui est à l'initiative du Parlement. Mais par contre, pour les modifications constitutionnelles, ça a été fait qu'une fois par De Gaulle et sous conditions, c'est pas fait pour normalement. Et les conditions, si je ne m'amuse, c'est que ce soit une révision constitutionnelle, mais que ce soit la seule chose au programme. Ça peut pas être fait pour travailler, être utilisé plusieurs fois, parce que tu as le Conseil constitutionnel qui va s'y opposer sinon. Ok, voilà, donc je comprends mieux. Et puis, effectivement, une remarque aussi, 2/3, 1/3, on sort pas de notre modèle, quoi. 2/3 élus, 1/3... 2/3 élus, 1/3 tiré au sort, on sort pas du modèle actuel. C'est un peu ça. Il y a Étienne qui demande la parole. Et ensuite Ludo. Alors pour moi, ça c'est un casus belli, c'est inacceptable. L'élection de l'Assemblée constituante, pour moi, c'est
une merde sans nom. C'est-à-dire que si on accepte ça, bah, on discute pour rien. Moi, je retourne à mes affaires, quoi, hein, parce que ça sert à rien. C'est vraiment, c'est inacceptable, quoi. Voilà. Pour moi, c'est tellement central, ce truc-là, que c'est tellement la cause de toutes les anticonstitutions du monde, la cause de toutes les impuissances populaires, c'est que nous acceptons que des représentants écrivent les règles de la représentation, que bah, aller me mettre 2/3 d'élection de l'Assemblée constituante, ouais, c'est oligarchique. J'ai presque envie de raccrocher et de dire, bon, de toute façon, voilà, projet de merde, quoi. Voilà. Je reste parce que je vous aime, mais pour moi, c'était rédhibitoire, quand même. Et deuxièmement, le champ d'application d'Eric, ben, c'est pareil, je vois personne d'autre que le peuple pour se mettre des limites à lui-même dans Eric. Donc, pour moi, le RIC est en toute matière, c'était peut-être plus négociable, mais à peine, quoi. Bon, bref. Ça pue, ce paragraphe-là, pour moi, s'en remettre à une assemblée élue pour écrire les révisions constitutionnelles, ouais. Pour moi, c'est le pire du pire. Hein, voilà, bref. Merci Étienne. Et nous aussi, on t'aime. Et si on est là, c'est aussi pour faire mieux que ça. Tu vois, reprendre le projet et puis écrire des trucs qui sont cohérents afin de qu'on ait vraiment une bascule démocratique. Je ne vais pas prendre la parole. C'est à Ludo. Ouais, mais ça va un peu dans le sens d'Étienne. Hein. Ouais, au début, je me suis dit, chouette, une assemblée constituante, c'est un petit plus par rapport au RIC, et puis en fait, je me rends compte que, ben non, pourquoi c'est incohérent avec la première proposition de création d'un RIC en toute matière, donc constituant aussi. Donc pourquoi s'aborder le truc avec une constituante? Et la définition, oui, ça m'a choqué aussi, ça. J'ai relevé la définition du champ d'application des règles, bien sûr. Alors l'Assemblée constituante, je la verrais plutôt, du coup, comme éventuellement issue d'un RIC, justement, avec un tirage au sort pour l'Assemblée constituante, mais un tirage au sort à 100%. Je le verrais éventuellement dans ce cadre-là pour un travail de plus grande ampleur, si un travail de plus grande ampleur sur la Constitution était proposé, mais déjà avec le RIC, il n'y a pas besoin de cette saloperie de paragraphe, quoi, de l'Assemblée constituante, selon moi. Selon beaucoup de constituants. Merci Ludo. Il y a Léo. Bon, ouais, du coup, je vais encore dire qu'il y a une faute de français, deux même. Aux élus. Alors, si je lis la phrase, donc du coup, c'est proposant aux élus. Mais non, a priori, en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'Assemblée constituante, elle est élue. Donc déjà, aux élus, c'est pas bon. Et sur tirage, là, on passe sur un sur, on ne sait pas pourquoi. Non, elle est élue et elle est tirée au sort. Là, c'est ni fait ni à faire niveau français. Maintenant, je reviens aussi sur ce que disait Ludo. Pour moi, la contradiction, elle est même encore plus nette que ça. C'est-à-dire que définir le champ d'action, le champ d'application d'Eric, ça sous-entend visant à limiter le champ d'application d'Eric. Et que donc, si on limite le champ d'application, il est plus en toute matière. Donc, moi, deux paragraphes comme ça, là, c'est vraiment, c'est pas possible. Après, effectivement, oui, le fait qu'il y ait des élus, c'est scandaleux, mais là, c'est tellement fort comme contradiction, je veux dire, que ça n'ait pas sauté aux yeux à la personne qui a écrit ça, parce qu'il y a tellement de fautes de français que je commence à douter quand même que ce soit Branco qui l'ait écrit. Je pense aussi. Donc, voilà, tout ceci est plus que bizarre. Merci Léo. C'est Étienne qui a demandé la parole. Il me semble pour nous, hein, en tout cas, j'attends plus rien de Branco quand je lis ça, mais bon, pour nous, si on prévoit un tirage au sort d'une assemblée constituante, il ne faut pas oublier de dire combien de personnes, parce que la procédure est intéressante quand elle arrive à composer un échantillon représentatif, c'est-à-dire qu'il y a au moins 1000 personnes dans cette assemblée. Et d'autre part, souligner que
C'est pas l'Assemblée, bien sûr, qui vote la Constitution, elle fait que la proposer. Et c'est par référendum qu'on va l'accepter. Et à mon avis, il faut l'accepter partie par partie, peut-être pas article par article, mais pas en bloc. Alors, je m'attends pas à ce que Juan entre dans ce degré de détail de la nuance de l'approbation populaire pour permettre aux gens de dire mais ça c'est bon et ça me va pas du tout, plutôt que de dire en bloc ben oui alors qu'en fait il y a des tas de trucs qui puent. À mon avis, sur le processus constituant, il ne faudra pas se contenter d'avoir une assemblée qui ressort, il faudra dire qu'elle est nombreuse pour que ça fabrique une micro-société qui est représentative de la société complète, et puis que le référendum se fera partie par partie, ou même quelquefois article par article quand il est séparable du reste. Carrément. Merci Étienne. Mais je pense que ça fait aussi partie des travaux que l'on va faire en atelier, comme l'Assemblée constituante et dans le programme, on va travailler sur les modalités de l'Assemblée, sélection, mais aussi sur les modalités de la votation. Et en espérant que ce soit pas comme pendant les conférences où il y a tout plein de questions en bloc, tout plein de questions bien précises et qu'une réponse en bloc qui soit un peu à côté, quoi. Ça craint ça. Il n'y a plus de réactions? On passe à la suite. Création d'une chambre basse chargée de débattre les propositions législatives n'étant pas d'origine exécutive, avec vote conforme au sein de la chambre haute. Création d'une chambre haute absorbant le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, CESE, qui sera en mesure de faire des propositions de loi débattues par la suite au sein de la chambre basse. Elle détiendra le duopole de l'initiative à ce sujet, aux côtés d'Éric. Refonte du mode de scrutin législatif concernant la chambre haute, fonctionnement à l'athénienne avec un tirage au sort des 200 représentants tous les 24 mois. C'est vraiment du charabia. JPP. Si je mets mon micro, ça va le mieux. Oui, il y a plein de contradictions. Création d'une chambre haute absorbant le Sénat et le Conseil économique et social, ça c'est la page 8 du projet. Et dans la page 9, la page d'après, c'est fusion du Sénat et de l'Assemblée nationale en une chambre du peuple. Donc là, c'est plus la chambre haute, c'est une chambre du peuple. Ce n'est plus le Sénat, enfin c'est le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est plus le Sénat et le Conseil économique et social. Et c'est des gens qui sont tirés au sort, page 9, et c'est des gens qui sont élus pour 24 mois, page 8. On ne sait plus du tout où on en est là. Et page 69 de la guillotine, c'est marqué fusion des chambres. Voilà. Donc, on ne sait pas du tout où on en est. Et il y a un mot qui m'interpelle, c'est le mot duopole pour les initiatives entre la Chambre du peuple et à côté des référendums d'initiative citoyenne. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que veut dire duopole quand on parle de référendum d'initiative citoyenne, parce que je ne connais pas ce terme. C'est à Étienne, pardon. Oui, c'est à toi, Étienne. Donc, quand il dit duopole, il est en train de prévoir une initiative parlementaire à côté de l'initiative citoyenne. J'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. Les différences et les contradictions viennent peut-être du fait qu'il y avait une première version dans le bouquin et une deuxième version qui n'est pas la même, donc il y a peut-être changé de point de vue, il faudrait comprendre dans quel sens il a évolué. Fusionner les deux chambres, ça a du sens, surtout si c'est pour faire une chambre populaire, mais il faut comprendre l'intérêt qui est universel en fait du bicaméralisme, c'est de calmer les sautes d'humeur liées à l'actualité en fait. L'émotion en fait peut conduire une chambre, bien sûr, conduire la population, mais conduire une chambre aussi à faire des conneries, et prévoir que le processus législatif passe par deux chambres différentes avec une navette. Ça oblige les élus à prendre du temps et ça calme le jeu, quoi. Ça permet d'éviter de faire des conneries sous le coup de l'émotion.
quand on n'a plus qu'une chambre, il y a quelque chose. Moi, ça me paraît dangereux par principe, tu vois, quel que soit là, parce que j'ai en tête cette formule forte qui dit qu'une assemblée ne pense pas, qu'en fait, ce sont les individus qui pensent, et que, au contraire, une assemblée, ça peut devenir tout furieux avec des gens qui ne se sentent pas responsables de ce qu'ils sont en train de décider parce qu'ils sont en train de décider tous ensemble. Et décidant tous ensemble, ça efface la responsabilité individuelle. Perdre le bicaméralisme, ça nous expose à une assemblée de dingues, même si elle est populaire. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de fusionner les chambres. Merci Étienne. Benoît a demandé la parole. Je comprends rien. Enfin, le peu que je comprends, ça fait peur. Ça fait peur. En fait, je me fais peur de comprendre ces choses. Elle tiendra le duopole de l'initiative à ce sujet aux côtés d'Éric. Donc, ce que je comprends, c'est que les RIC ne sont plus des RIC, mais des référendums d'initiative partagée avec les chambres. C'est pas forcément ça. Ça peut être que un référendum d'initiative citoyenne peut venir des représentants du peuple ou du peuple lui-même. Peut-être c'est ça que ça veut dire. Hein. Ça peut peut-être dire ça. Hein. Ouais, c'est peut-être. Il manque de précision là-dessus. Bref, enfin moi j'ai compris ça, c'est que ça devenait plutôt un référendum d'initiative partagée. C'est tout. Arnaud a demandé la parole. Ouais, moi je comprends pas parce que vous avez étudié quel document? Parce que là, on parle de l'option 1, on parle de la moitié de l'option 1 sans parler des 3 options qu'ils proposent. Et sur vos documents qu'on étudie, je vois pas ces 3 options. C'est ma première remarque. Après, vous avez dit c'est une blague, réorganisation des fonctions législatives avec 3 options. Ah non, c'est pas une blague parce qu'ensuite il met les 3 options. Alors moi j'ai l'impression là qu'on est en train de parler de la version 1 du projet et pas de la version 2. Alors dans ce cas, ce serait sympa tu pourrais nous donner les trous qu'on a de la raquette. On pourrait l'intégrer comme ça au doc et avoir une réflexion plus globale. Je vais vous les donner. Les Ouais, 3. super. Effectivement, en fait, vous parlez un coup du projet 3, un coup vous partez sur le projet 1 au début, après vous glissez sur le... Donc forcément, ça ne veut rien dire si on s'amuse à faire ça. Mais on a pris le projet sur le site officiel. On n'a pas la dernière version, du coup, je pense. Tu peux nous la fournir ou nous donner les compléments, ce que c'est? Du coup, pendant que vous parliez, parce que ou c'est moi qui ai mal compris là, je l'ai faite. Je vais essayer de vous la renvoyer. Donc la réorganisation des fonctions législatives avec 3 options. Et je vais vous mettre les 3 options. Et les 3 options, c'est à nous de les choisir. Donc soit on fait un duopole, soit on fait une transformation actuelle, mais c'est plus les mêmes champs avec le tirage au sort. Soit on fait une suppression du Sénat, mais avec 14 500 agora répartis sur le territoire, avec 3 500 citoyens par agora par 50 millions d'électeurs. Ça, c'est la proposition 2. Moi, je trouve ça très intéressant. Bon, je vais essayer de faire ça et je vais l'envoyer sur le truc du chat là en faisant une version courte. Merci. Du coup, il y avait S-Body qui demandait la parole là. Oui, moi je vais m'en tenir du coup au texte qu'on lit là pour l'instant. Je suis comme vous, je comprends pas tous les termes, ça a l'air d'être des termes assez techniques et on sait pas bien ce que c'est les chambres, etc. Mais par rapport à ce que certains ont pu dire, enfin voilà, et ce que j'ai pu lire aussi de Joanne Branco sur l'idée de son programme, c'est que avant de mettre en place le RIC partout et dans les esprits de tous les citoyens de France, il voulait passer par quelque chose de transitoire, on va dire, une sorte d'organisation transitoire pour un minimum, être aux manettes de la politique en France et du coup d'enseigner en fait les manières de participer à la politique de tous les citoyens, parce que si imaginons demain Joanne Branco gagne les élections, les gens ne vont pas réussir, je pense, du jour au lendemain à participer à ces choses-là dès le début, et du coup c'est ça l'idée, je crois. C'est pour ça qu'il y a des éléments un peu techniques là qui sont présentés, je pense, parce que c'est le programme de base, le programme
qui ferait la transition vers ensuite une vraie démocratie directe par la suite, qui serait amenée donc à évoluer. Mais après, voilà, effectivement, je suis comme vous, hein, je comprends pas tous ces termes, mais effectivement, je pense qu'il faut les clarifier. Ok, merci beaucoup, S-Body. Il n'y a plus de demande de parole. Par contre, juste, ouais, Arnaud, si tu peux nous envoyer le PDF, le mettre sur le doc, peut-être en commentaire. Parce qu'en fait, ouais, le but, c'est de travailler aussi sur les parties qui concernent le RIC. Voilà. Ouais, je vais essayer de vous mettre Ouais, le PDF. son truc de fusion des chambres, ça ne nous concerne pas dans l'exercice. Hein. C'est intéressant juste parce qu'il parlait de duopole vis-à-vis d'Eric, mais c'est tout. C'est pour ça. Merci. On m'entend? Ouais. Merci Antoine. Oui, donc ouais, c'était parler du RIC. RIC page 8, c'est la même chose que ce qu'on a sur le doc, ce qu'on a extrait en fait du programme. Et donc l'idée là sur cette partie, ce serait peut-être d'éclaircir le rôle du duopole et quelle est la répartition du pouvoir du RIC par rapport aux chambres hautes. Peut-être que ce serait ça la précision à avoir. Je ne sais pas. Est-ce qu'on continue la lecture ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Valérie, tu ne fais pas que lire, tu peux poser des questions aussi. Vous voulez que je continue à lire quand même? Si tu veux. Et mais il y a des nouveaux arrivants. Salut Gérard, salut Raph, salut Céphine. Ouais, il y a beaucoup de monde. Morpho aussi. Donc on est en train de décrypter le programme de Juan Branco. La partie qui concerne le RIC. Ce qui amène à la confusion, c'est qu'il a foutu des trucs hyper importants dans les alinéas de fin de page. Donc, c'est ça qui est hyper bizarre. Moi aussi, la première fois que je l'avais lu, j'avais un peu halluciné. Donc, dans la page 8, il met une partie du début de la réponse, et dans la page 9, c'est là où il met la fin du truc. Et c'est très bizarre, c'est pour ça que je ne sais pas qui a écrit ça comme ça. C'est vraiment très, très surprenant. Donc, Antoine a une réaction. Je suis en train de regarder le projet et en fait, je me rends compte que ce qu'on a reproduit dans le document qu'on regardait tout à l'heure, c'est bien plus que ce qui concerne le RIC. Hein. Si je regarde sur le PDF, bon, il y a référendum, etc., création d'un RIC en toute matière, point. Le reste, tout ce qu'il y a en dessous, enfin, tous les petits tirets qu'il y a en dessous ne concernent pas le RIC. Ensuite, un petit peu plus bas sur la page, il y a son histoire d'assemblée constituante qui, alors là, on reparle de RIC, définition du champ d'application des RIC, ainsi que les modalités, etc. Et c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout ce qu'il y a dans le programme. Oui, mais oui, c'est justement surligné en jaune dans le document. Et comme on ne voulait pas enlever les choses du contexte, on a mis les articles là enrobés qu'il y a autour des parties qui concernent le référendum, le RIC. Ok, je comprends. Donc, c'est peut-être pas la peine de se prendre la tête sur ce qui ne concerne pas le RIC à ce moment-là. Ah ben si, c'est central. Il faut qu'on comprenne cette histoire de duopole. Bon, a priori, il y a peu de chances qu'on décide de conserver le concept de duopole dans notre proposition. Et ça n'aura rien à faire là. Mais comprendre l'intention qu'il y avait derrière, voilà, c'est juste pour comprendre tout ce qui parle du RIC dans le projet. C'est tout. Okay, merci. Merci. Vous voulez qu'on reprend la lecture? Je ne sais plus où on était là. Construire. Ah oui, merci. Je continue. Construire. Cette réforme s'accompagnera de la création de commissaires de la République élus qui prendront la place des préfets. L'imposition de mandats impératifs et révocatoires, la possibilité permanente de référendum d'initiative citoyenne à choix multiples, convocables selon 4 modalités différentes et sanctionnables exclusivement par un veto présidentiel engageant immédiatement son mandat, ainsi que l'institution d'un tribunal révolutionnaire et d'un comité de clémence visant à purger
la République des affreux qui l'auront jadis pillée, ainsi que des responsables de violences les plus infâmes qui auront atteint la population par le passé. La Chambre du peuple aura pour vocation de débattre les dispositions législatives n'étant pas d'origine exécutive et détiendra un duopole de l'initiative à ce sujet, aux côtés des référendums d'initiative citoyenne. Je continue ou on fait une pause? Je pense qu'il va y avoir des points d'exclamation, non? Oui, il faut arrêter. Ouais. Ouais, ben, j'ai mis un point d'exclamation, mais déjà la possibilité permanente de référendum d'initiative citoyenne à choix multiples, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Choix multiples, c'est la modalité de votation. Ça veut dire que les choix sont prédéfinis des référendums et que donc on va être limité sur les initiatives. Convocable selon 4 modalités différentes et sanctionnable exclusivement par un veto présidentiel engageant immédiatement son mandat. Ben là, c'est pareil, ça veut tout et rien dire pour moi. Convocable selon 4 modalités différentes qui sont pas précisées et sanctionnable. Alors là, c'est la cerise sur le pompon du gâteau. Sanctionnable exclusivement par un veto présidentiel. Donc c'est un régime présidentiel, c'est pas un régime démocratique pour moi. Si le président a le dernier mot, même s'il engage son mandat, c'est pas grave, étant donné qu'il y a des choix avant. Il y a Étienne qui a demandé la parole. Je trouve que le fait d'associer son veto à une mise en jeu de son mandat, carrément, c'est-à-dire qu'en fait, comment ça peut marcher? C'est-à-dire qu'il y a un référendum qui lui semble dangereux, il y met un veto, en y engageant son mandat, ça veut dire qu'il va y avoir un deuxième vote. Et si le deuxième vote confirme le premier, ben, c'est son mandat qui saute. Et ça rend le veto moins dangereux, je trouve. Ça le responsabilise tellement, le monarque qui se permet de faire un veto, qu'en même temps, c'est vrai que ce ne sera pas un veto à tout bout de champ, parce que ça lui ferait prendre un trop grand risque. Et s'il y voit en conscience, dans le dernier RIC qui vient de passer, un tel danger qu'il puisse y mettre en jeu son mandat, et qui a toujours la possibilité pour le peuple de dire mais non mais casse-toi, c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on veut, c'est plus si grave et c'est peut-être une solution à quelque chose dont je vous ai parlé déjà, qui est ce risque que je vois que la population mal informée se mette à décider vraiment des horreurs, comme par exemple la vaccination obligatoire, qui pour moi est un crime. Donc si la démocratie décide que je vais mourir, je suis plus démocrate. Hein. Donc je cherche des moyens d'empêcher la population de devenir criminelle. Autre exemple, elle déciderait, je sais pas, la charia, on avait parlé, c'était les deux sujets qu'on avait évoqués la dernière fois, pour en cherchant des cas où on aurait besoin que le peuple se calme, quoi, hein, qu'on lui mette des limites, parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables en démocratie même. Donc peut-être que ça c'est une possibilité alors pas de bloquer complètement, mais de signaler qu'il y a un truc grave pour que la réflexion reprenne dans la population en disant putain, s'il le fait, c'est grave. Et ben, je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais ça me paraît adoucir la révolution que me suggérait l'existence d'un veto présidentiel me paraît là moins choquante. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis le tribunal révolutionnaire, le comité de clémence, non mais là il est dans le romantisme échevelé, enfin c'est pas raisonnable. Bon bref.
Oui, j'avais une réaction et ensuite il y a Valérie qui a demandé la parole. Ma réaction par rapport à ça, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, Étienne. Pour moi, c'est ce qui compte, c'est pas le veto présidentiel, mais les modalités du RIC. C'est-à-dire que si avant la votation, il y a vraiment une période d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire, et que c'est placé au niveau constitutionnel, et qu'on fait bien le travail, qu'on met un cadre sur les médias, et que en plus de ça, lors de la votation, le peuple a la possibilité de dire on a été mal informé, donc je vote flou, je vote pas que pour et contre. La manipulation a pas sa place. C'est plus compliqué de manipuler une masse citoyenne, donc un peuple décentralisé qui a été bien instruit, bien informé, et donc ni plus ni moins, en fait, avant la campagne de référendaire, tu as la mise en scène des débats, qui est obligatoire, qui fait partie des modalités de la procédure du référendum d'initiative citoyenne. Et donc, dans ces conditions-là, précises, le veto présidentiel, je vois ça comme un danger parce qu'une personne qui fait partie d'un réseau de pouvoir et qui arrive à accéder au pouvoir peut censurer le peuple à n'importe quel moment sur des choses. Imaginons qu'on tombe sur un fou qui veut balancer la bombe atomique et que le peuple s'y oppose par référendum et que lui met son veto, il dit rien à foutre, je fous mon veto, j'engage mon mandat. Et le prochain, tac, il balance la bombe et mon collègue va mettre. Tu vois, c'est hyper dangereux parce que même que ce soit, soit un réseau de pouls. Si l'engagement son mandat, c'est que le peuple peut insister en le virant. Oui, mais justement, et c'est pour ça que je te parle de réseau de pouvoir qui accède au pouvoir. On ne sait pas dans quelles conditions les gens sont élus président, parce que là, on parle d'un veto présidentiel, et donc d'une seule personne qui a les pleins pouvoirs. Et une seule personne, c'est plus facile à corrompre qu'un ensemble de personnes. Et donc, Valérie a demandé la parole. C'était ce que disait Étienne. Je ne comprenais pas que faisait cette partie littéraire au milieu de son projet d'Eric. Et je trouvais ça très dissonant, comme tout le texte. Voilà. Il y a Arnaud qui a demandé la parole. Ouais, alors, là encore, je fais pas exprès. Mais là, dans cette partie-là du programme, qui est beaucoup après dans le programme, là, ce qu'on est en train de parler, là, on parle plus de l'Assemblée citoyenne tirée au sort dans les 3 types de projets. Comment dire? L'idée du programme, c'est dans un fonctionnement hétérarchique. Alors, dans le fonctionnement classique qu'on connaît, quand ça va du haut vers le bas, on est dans des assemblées citoyennes avec des sénats avec 3 types de possibilités, tandis que là, on est dans le fonctionnement du bas vers le haut. Donc c'est pour ça que les commissaires du peuple remplacent les préfets, les préfectures sont des lieux d'agora. Donc là, on n'est pas en train de parler d'un RIC qu'on connaît nous dans le système hiérarchisé du bas vers le haut, on est en train de parler du RIC qui s'applique du bas vers le haut, pas du haut vers le bas, du bas vers le haut. Hein, donc là, il s'agit en fait de réquisitionner toutes les préfectures et d'avoir des chambres du peuple qui vont pouvoir s'exprimer au sein des préfectures plutôt qu'un préfet. Alors, je ne sais pas si y a que moi qui ai compris, ou je dis n'importe quoi là, mais il me semble que je ne me trompe pas. Et c'est pour ça que je trouve ça, son projet, moi je le trouve génialement complexe, mais surtout génialement parce que depuis le départ, il parle d'hétérarchie. Dans l'hétérarchie, ça va du bas vers le haut, du haut vers le bas, et ça va aussi en biais. Mais la représentation publique, c'est pour ça qu'il veut garder le département. Parce qu'au sein du département, les préfectures seraient des agoras au sein du département. Et si on prend ce cas de figure-là, en ce cas-là, on ne prend pas la 3 options du début qui étaient des agoras partout, vu qu'on aurait des agoras par ce biais-là, par le bas. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, il a, alors je sais pas d'où il sort ça. Moi, j'ai cru voir ça, en fait, en Amérique latine, ce genre de principe, parce que l'idée aussi, c'était de refaire voter les juges. Comme on voit, comme en Bolivie, en ce moment, il y a l'élection des juges. Alors, les juges, on va le voir après, mais cette histoire de faire revenir le pouvoir du peuple par les préfectures qu'ils ont réquisitionnées pour le peuple, moi, je trouve ça plutôt génial, en fait. Alors, peut-être que j'ai absolument pas compris, c'est moi qui suis dans le faux, mais il me semble pas. Voilà. On en était, JP? Alors, si on remonte un peu plus haut, c'est l'Assemblée constituante qui détermine les modalités des RIC, et c'est également cette même Assemblée constituante qui détermine les modalités du veto.
Donc, on ne sait pas comment ça va se passer, puisque ça va être écrit par une petite partie de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Concernant ce qu'a dit Étienne, sur les djihadistes ou je ne sais plus quoi, à partir du moment où on a 100 000 soutiens dans une cinquantaine de départements, on a moins de chances d'avoir un regroupement d'hystériques qui lance une proposition, une votation, ou alors c'est que c'est trop tard pour la France, quoi. Donc je suis moins inquiet de ce côté-là. Il y a plus de chances que la population fasse masse contre un projet qu'on ne veut pas, plutôt que, comme le disait, je crois que c'était Benoît, que ça soit une seule personne qui décide pour tout le monde. Ok. Moi, j'avais un truc. Bon, déjà, je l'avais déjà un petit peu dit à la conférence sur 00. Moi, j'ai pas été aussi choqué que d'autres par cette histoire de veto présidentiel. J'y ai vu un relent de gaullisme. Euh, C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je me casse. Et donc, pour moi, je suis pas gaulliste, mais bon, je comprends cet état d'esprit voilà, d'engager son mandat, euh, parce que voilà, ça peut s'expliquer. Moi, ce que j'aimerais là-dessus, c'est l'un des points sur lequel j'aimerais vraiment qu'il s'explique. Déjà sur les raisons, parce que voilà, nous on peut imaginer des raisons, mais moi j'aimerais connaître les siennes. Et ensuite, sur les modalités de l'engagement du mandat, parce que il n'est pas écrit qu'il y a un référendum révocatoire. Ça pourrait être écrit comme ça, mais c'est pas écrit. Il y a juste écrit que ça engage son mandat. Mais ça engage son mandat comment, qui vote, avec quel quorum, quel quoi, je ne sais pas. On peut tout imaginer. Donc ça se trouve, le veto est facile à mettre et l'engagement du mandat est très difficile à transformer en destitution. Ou alors à l'inverse, le veto peut être difficile à mettre, peut-être qu'il y a des conditions à ce veto, on ne sait pas, et que la destitution est facile à faire. On peut tout imaginer. Donc moi c'est fait partie des points où surtout où j'aimerais beaucoup avoir des explications. D'autant que ça n'a pas été dit aussi clairement dans le projet qu'on vient de lire là. Ça ne parle plus de veto présidentiel, ça parle de son veto. Alors on sous-entend que c'est celui du président. Donc, pour moi, voilà, sur cette question-là, il y a du flou. Ça peut être bien, tout comme ça peut être mal. Donc moi, c'est pas casus belli, comme dit Étienne, mais c'est là, faut des explications. Il y avait une équipe qui devait se former, la réunion n'a jamais été faite, avec WCG notamment, où on devait parler de ça, d'une lettre ouverte à Juan, lui demandant certaines explications sur ce qui a été sorti dans le projet et dans Guillotine. Je pense que c'est toujours d'actualité. Y a-t-il d'autres réactions ou est-ce qu'on passe à la suite? Non? Eh ben, Valérie, tu veux continuer? La Chambre du peuple aura pour vocation de débattre des dispositions législatives n'étant pas d'origine exécutive et détiendra un duopole de l'initiative à ce sujet aux côtés des référendums d'initiative citoyenne. Les regroupements communaux seront organisés de façon à respecter les intérêts des populations locales et pour éviter la constitution de baronnies délétères, l'exécutif national aura à tout moment primauté afin de déterminer l'intérêt supérieur de la nation sous contrôle de référendums d'initiatives locaux permettant d'instaurer un dialogue des légitimités en ce qui concerne le fond des politiques publiques adoptées et seulement convocables pour motif d'intérêt général ou de fait d'une atteinte aux principes fondamentaux de la nation. Sous une forme démocratique renouvelée, l'expérience communale aura pour but d'offrir une certaine respiration au territoire et des rapports politiques à l'échelle locale, permettant à tout citoyen d'intervenir dans les affaires de la cité
et de s'y construire sans avoir à aspirer à l'échelle nationale, en respectant un ordre et un rapport au commun qui, encore aujourd'hui, manquent trop régulièrement. Pas de réaction? Est-ce que ça veut dire que c'est clair? Non, il y a JPP qui demande la parole. Oui, parce que entre le mot baronnie et puis la phrase d'avant et la phrase après baronnie, si j'enlève baronnie, je lis respecter les intérêts des populations locales, mais l'exécutif national aura la primauté. Donc en fin de compte, on fait comme avant, quoi. Paris décide et on exécute. Voilà, c'est ce que je lis. Merci JPP. Ouais, et ça tombe bien parce que ça, c'est ce que je voulais dire et ça rejoint, enfin, ça répond à Arnaud de tout à l'heure qui disait que c'est le pouvoir qui s'exerce par le bas, donc la subsidiarité ascendante. Et là, non, pas du tout. Ce qu'il dit là, c'est que c'est descendant, quoi. C'est du haut vers le bas. Arnaud demande la parole. Ouais, tout à fait. Donc, la lutte pour les baronnies, c'est la lutte contre les baronnies locales, hein, donc des grandes familles bourgeoises qui sont dans les villes. Voilà. Et effectivement, là, je suis parfaitement d'accord avec moi. Là, ça veut dire que ce qu'il exprime, c'est une fédération. Et moi, ce que je souhaite, c'est une confédération. Donc, effectivement, moi, ce que je voudrais changer, c'est que au rapport de force du bas vers le haut contre le haut vers le bas, et ben que nous, là, par contre, du bas, dans la confédération, c'est nous qui avons une force de pouvoir plus forte que ce qui vient du haut. Même si l'idée est l'équilibre, je suis parfaitement d'accord avec les deux interventions avant. Là, je trouve en fait, il centralise sa pensée. Pour lui, quand même, son pouvoir doit quand même venir de la centralisation du haut. Et là, effectivement, moi, je suis pas d'accord. J'aimerais être dans une confédération. Merci Arnaud. Ludo, c'est à toi. Ouais, bah, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Si des mécanismes démocratiques sont en place au niveau local, les baronnies n'ont a priori pas leur place si ces mécanismes sont effectifs, quoi. Après, c'est fallacieux en fait son argumentation parce que bon, déjà la baronnie, ouais, bon bref, parce que il peut très bien y avoir des règles qui s'appliquent pour tout le monde et donc au niveau national, des règles d'un contrat global, bah, par exemple une constitution au hasard. Et puis ensuite, il peut y avoir effectivement tout un tas de décisions qui sont prises localement, qui ne dérogent pas à la Constitution. Et dans ce cas-là, rien n'empêche effectivement d'avoir une confédération. Enfin, voilà. J'ai pas été trop long, j'espère. T'es jamais assez long, Ludo. Merci. C'est ta Marie. Ah, il y a Yol. Ah, pardon, il y a Yol. Yol, Oui, c'est à toi. oui, il y avait moi. Eh ben, moi, je le trouve pas si mal, ce paragraphe. J'entends surtout que il y a, qu'il a une volonté, en tout cas, qu'il y ait de la démocratie à l'échelle communale. Je pense simplement que ce qui manque dans son paragraphe, c'est de dire qu'il faudrait établir, disons, les domaines de contrôle, pardon, réservés à l'échelle nationale, sur le local, pour que précisément il y ait une forme d'unité et que tous les domaines qui ne sont pas listés là-dedans, finalement, soient à l'échelle locale. Voilà. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt bien dans le cadre du principe de subsidiarité. Moi, j'ai encore un problème de français, hein. Mais vas-y, Marie. Oui, alors moi, regroupements communaux, voilà, ça me fait penser au Comcom, quoi, cette affaire. Est-ce que les communes ne seront justement pas indépendantes pour leurs décisions? Parce que le fait qu'ils rattachent ça donc avec l'intérêt supérieur de la nation, le fond des politiques publiques adoptées, voilà, convocables pour des motifs d'intérêt général, plutôt d'intérêt généraux, je pense. Et puis, atteinte aux principes fondamentaux de la nation. Voilà, alors tout ça, ça va contre la commune pour moi, contre les communes. Ça fait 4 choses dans cette phrase qui disent simplement, j'ai l'impression que les communes ne seront justement,
non seulement les baronnies ne seront pas délétères du tout, mais l'État sera aussi omniprésent qu'à l'heure actuelle, au moins. Moi, je comprends ça, en tout cas. Merci Marie. C'est à toi Léo. Ouais, donc dans la phrase, donc c'est l'exécutif national aura à tout moment primauté afin de déterminer l'intérêt supérieur de la nation. Donc là, on est dans du supranational, sous contrôle de référendums d'initiatives locaux. Et là, j'en reviens toujours au français. Généralement, en France, on parle de référendum d'initiative locale. Local s'accorde avec initiative, parce que c'est sous-entendu, c'est l'exécutif local. Ici, il est accordé avec référendum, et donc du coup, ça pose la question de, ben oui, mais qui en a l'initiative? Et puisque les référendums sont locaux et non l'initiative de référendums nationaux, et ben du coup, quel est le rapport avec l'intérêt de la nation et l'exécutif national? Pourquoi est-ce qu'on ferait des référendums locaux? Donc là, moi, c'est un gros flou qui demande explication. Qui a l'initiative et comment est-ce que des référendums locaux peuvent contrôler des décisions nationales? J'ai des idées, hein, mais juste, c'est pas écrit, donc je vais pas inventer. J'ai besoin d'explications. Merci Léo. C'est à Ludo. Eh ben écoute, Léo vient de nous donner son deuxième point, c'est exactement celui que je voulais aborder, donc c'est bon, suivant. Ok, merci. C'est à Arnaud alors. Donc oui, donc effectivement, la petite commune de 12 habitants, elle peut pas, il faut qu'elle passe forcément par un rassemblement pour arriver. Donc là, on est à un système hiérarchique, donc en fait, on additionne les cellules pour arriver à l'échelle départementale du cheval. Hein, voilà. Donc toutes les communes se rassemblent et on arrive au niveau du département où là, ça va émerger. Et le problème, je pense que ce texte n'a pas été écrit par Branco, par quelqu'un qui a écrit peut-être ce qu'a dit Branco, et la personne qui a écrit ce texte n'a pas compris en fait. Je pense la personne, et c'est peut-être pas Branco qui a inventé ça à mon avis, en fait, sur le fond. Mais là, il y a un problème entre celui qui a écrit, qui a pas compris ce qu'il écrivait, pour moi. Parce qu'après, quand on corrige ces erreurs-là, tout a un sens, en fait. En tout cas, pour moi, ça en a. Sur cette partie du programme, il y a d'autres observations, des questions? Non? Bon, ben on peut continuer la lecture alors. Gouverner. Réforme institutionnelle. Référendum instituant une assemblée constituante. Réformes qui seront proposées dans le cadre de cette initiative constituante. Création du référendum d'initiative citoyenne. Instauration du principe de mandat révocable et de la possibilité permanente de transformer le mandat représentatif en mandat impératif à toute échelle. Création d'une gouvernementalité numérique, identité citoyenne numérique, possibilité de vote permanente via blockchain, système de proposition législative participative, soumission d'amendements in vivo, proposition de loi citoyenne. J'y vais, ouais, j'ai demandé la parole. Déjà sur il y a gouverner, donc réforme institutionnelle, référendum instituant une assemblée constituante. On ne connaît pas donc qui est à l'initiative de ce référendum. Derrière, les réformes qui seront proposées dans le cadre de cette initiative constituante, c'est création du référendum d'initiative citoyenne. Et à mon sens, ça manque de détails aussi. Il faudrait, vu que enfin, j'ai l'impression que c'est à l'initiative donc du président, qu'il y ait un agenda ou qu'il y ait un texte au-dessus de cette constituante qui prévoit justement ces modalités auxquelles on tient énormément, les citoyens, comme les 4 grandes modalités avec cette fameuse période d'information et de débat. Ça, c'est pas précisé. Donc, c'est flou et le flou laisse... enfin, c'est dangereux, à mon sens. Et je laisse la parole, je ne vais pas monopoliser. Il y a S-Body qui demande la parole. Oui, c'est par rapport à la création d'une gouvernementalité numérique, identité citoyenne numérique, possibilité permanente via blockchain,
En gros, moi, ce que je comprends, voilà, c'est qu'il veut un peu numériser la manière de voter, en fait, et numériser la manière de participer, ce qui, en soi, peut être une bonne chose, mais par contre, voilà, il faut savoir toutes les modalités concernant quels outils, comment c'est sécurisé, et voilà, il faut juste clarifier ce point-là parce que on sait comment aujourd'hui on peut, manipuler des élections via les outils numériques. Donc voilà, il faut clarifier, je pense, ce point-là. Merci, Esbody. Arnaud a demandé la parole. J'espère que je n'ai pas trop parlé, là, moi. Donc, je vais juste terminer avec ça. Quand on va du bas vers le haut, en fait, on a effectivement, on est dans un cadre représentatif parce que l'élu, lui, on ne pourra pas le changer tout de suite. L'élu actuellement qui va être élu par la commune, on ne pourra pas le changer tout de suite. Donc, tous ceux qui vont émerger du bas vers le haut dans les chambres de citoyens qui seront à la place des préfectures, en fait, on pourra ensuite, dans un second temps, vu qu'ils vont bloquer, ils vont empêcher qu'on les dégomme par le haut. Donc, et c'est pour ça qu'il met cette phrase bizarre où on va transformer un mandat représentatif en mandat impératif pour obliger les baronnies du bas, si elles voulaient refuser ce moment-là, de pouvoir avoir une action. Parce que si on arrive à dégommer par le haut et qu'en bas, vu que c'est encore là, c'est par rapport à ça, je pense. Et tout ce côté flou qu'on a, c'est qu'en fait, on parle de deux choses différentes en les mettant avec les mêmes mots sans les différencier vraiment. Parce que c'est brouillon. Voilà. Ouais, mais pareil. Enfin, ça, j'ai demandé la parole, donc je me la donne. Pareil, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Et, instauration du principe du mandat révocable, possibilité permanente de transformer le mandat représentatif en mandat impératif, alors que le mandat impératif doit être une condition du mandat représentatif. Et doit être soumis à certaines conditions aussi. Ça, ce sont des choses qui doivent se travailler. Et l'histoire du mandat révocable, s'il y a un RIC révocatoire, il n'y a pas besoin de mandat révocable, quoi. C'est nous, les petits gens qui décidons, quand il y a corruption ou quoi, de lancer une procédure et qui va permettre une enquête et tout ce qui s'ensuit pour lever les flous avant révocation. Donc ouais, c'est tout et c'est bizarre. Il y a Anne qui a demandé la parole et ensuite il y a JPP. Oui, merci. Oui, je trouve qu'effectivement, on est d'accord, les flous, ça peut créer des déstabilisations, etc., etc. Ça, voilà. Bon, après, moi, je sursaute, de façon imagée, bien sûr, mais quand je vois création d'une gouvernementalité numérique, identité citoyenne numérique, bof, j'ai fait, il y a quelque temps, il y a un peu plus d'1 an, 10 mois d'études de marché sur la cybersécurité. Voilà, gouvernementalité numérique, identité citoyenne numérique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la cyberattaque d'un hôpital du 94 il y a 2 ans. Ça a été une catastrophe. Ils ont dû tout faire en format papier. Enfin bref, il y a plusieurs cas comme ça. Il suffit de se documenter, c'est sur le net. Donc, identité citoyenne numérique, je vois pas l'intérêt pour des raisons de sécurité. Et encore une fois, comme vous disiez avant, il y a un flou. C'est-à-dire que l'identité citoyenne numérique, la dernière fois que j'ai fait faire mon passeport, on m'a pris mes empreintes digitales. Moi, je trouve ça invasif, surtout que je ne sais même pas, puisque la mairie ne m'a pas dit, écoutez, vos empreintes digitales vont partir sur un serveur sécurisé. Non, je ne sais pas où partent mes empreintes. Enfin, bon, vous voyez, on est quand même sur un flou qui est très désagréable. Et voilà, donc je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que moi, là, franchement, avec ce que j'ai appris de la société informatique en conclusion des 10 mois d'études de marché quasiment plein temps, bof, moi je dis carrément non, attention, danger. Voilà. Quel est votre avis à ce sujet-là? Merci Yann, on va y venir après. Il y a JPP qui a demandé la parole.
Alors moi, je suis pour le vote papier parce que le vote numérique, le vote, comment ils appellent ça, blockchain, via blockchain, bon, ben, c'est peut-être bien, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le mot vote permanent. J'ai l'impression qu'on va voter tout le temps, sans information, sans débat. Donc ça serait peut-être à expliquer aussi, parce que un vote permanent, si c'est pour voter toutes les 5 minutes et on ne sait pas sur quoi, d'autant plus qu'il veut faire des votes obligatoires, si j'ai bien tout lu. Donc ça va être compliqué. Merci JPP. Mais pareil, j'ai vu à peu près la même chose que toi, le côté vote permanent, je comprends pas. Et pour tout ce qui est outils de de gouvernementalité numérique, pour moi, c'est comme si on parlait d'économie sans avoir le pouvoir de création monétaire et sans avoir un cadre sur le pouvoir monétaire. Pour le numérique, c'est la même chose. Si on n'a pas la maîtrise à la fois du software, de tout ce qui est logiciel, si on n'a pas la maîtrise du réseau de distribution, de l'hébergement de nos plateformes de votation, si on n'a pas la maîtrise des micropuces qui sont fabriquées par les Chinois, imaginez que on a ce type de gouvernance avec des micropuces chinoises, des logiciels hébergés sur les serveurs de Bezos avec un réseau de distribution qui appartient à Bouygues, mais ça peut être quand même pas mal faillible l'affaire. Donc ça passe par la souveraineté numérique, ce genre d'outil à mon sens, mais après je suis pas un spécialiste. Voilà, il y a Arnaud qui a demandé la parole. Ouais, alors pour moi le monde est déjà numérique, donc là je pense qu'il parle de blockchain, et blockchain ça vient du livre, hein, c'était pour savoir où sont les livres dans la bibliothèque. Et c'est pour lutter contre le bourrage des urnes et toutes les fraudes qui actuellement avec les électeurs qui existent et qui n'existent pas. Et comme l'a prouvé Bitcoin, et je suis pas un bitcoiner, le blockchain est super robuste. Voilà. Et après, sur le vote permanent, là encore, le vote permanent, c'est dans un cadre d'ascendance. Donc c'est par rapport aux villes, par rapport aux villages. On peut voter tout le temps par rapport aux problématiques qu'on a. C'est pour ça que dans ce sens-là, c'est permanent. Mais ça correspond pas au vote descendant national qui lui sera pas permanent. Voilà. Là encore, on se retrouve à mélanger la montée et la descente et ça crée ce truc bizarroïde. Il y a Léo qui demande la parole. Ouais, comme je l'ai déjà dit à diverses occasions, moi je suis super favorable au travail sur les outils de vote numérique, mais en l'état, faut savoir une chose, la blockchain et d'autres outils, puisque la blockchain c'est juste une manière de construire la base de données et de l'enregistrer, mais le numérique, même avec des systèmes fiables et sécurisés comme la blockchain, ça pose un souci qui ici n'est pas abordé. C'est la question de l'anonymat. On peut être pour, on peut être contre. Il y a beaucoup de raisons d'être pour. Ça a une influence sur ce que votent les gens. Quand les gens savent que le vote n'est pas secret ou qu'il pourrait ne plus l'être, ça peut être problématique. Ça peut aussi être problématique sur le fait que des personnes mal intentionnées puissent réussir à savoir qui a voté quoi. Les systèmes comme la blockchain, ça donne quelque chose de plus sécurisé qui permet moins de bourrage d'urnes, etc. Effectivement. Mais la blockchain, ça sert aussi à être certain de qui a fait quoi quand. Et que donc du coup c'est traçable. Donc il existe des pistes de travail et moi je suis intéressé par ça pour faire en sorte d'avoir du vote à la fois sécurisé et anonyme, mais bon pour l'instant ça manque pas mal. Donc pour moi c'est quelque chose qui est pas assez mûr. On n'est pas prêt à demain créer cette gouvernementalité numérique, sauf à lever l'anonymat avec toutes les problématiques que ça pose. Donc
Ouais, moi je mets un bémol sur ce truc-là. Dans un premier temps, on peut tout à fait faire du vote numérique qui soit quand même du vote physique. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui servent à faciliter en fait le comptage des voix, parce que le dépouillement d'un scrutin c'est lourd comme boulot. Et donc on peut tout à fait imaginer des trucs un petit peu intermédiaires où on peut avoir un comptage numérique fiable, mais que le vote se fasse quand même dans un isoloir. Donc il y a des alternatives à voir. Voilà, juste un petit warning sur le fait que voilà, c'est pas parce que c'est sécurisé que c'est forcément bien, parce que trop de sécurité, c'est aussi trop de traçabilité. Merci Léo. Il y a Antoine qui voulait prendre la parole. Ouais. Moi, j'ai des réactions qui commencent à être un petit peu épidermiques avec ce que je vois passer sur le serveur 00. Il y a la blockchain revient régulièrement. La petite sœur, c'est l'intelligence artificielle. Et tout le monde veut utiliser ça. Je pense que ça va terroriser ma mère, qui n'a aucune idée de ce que c'est l'intelligence artificielle, mais qui a entendu à la radio le matin que ça pouvait être dangereux. La blockchain encore moins. Donc faire un référendum là-dessus, je ne comprends pas. Si on a des RIC sur des questions suffisamment importantes, ben on peut se permettre de faire une élection papier et au moins de rassurer les gens là-dessus, parce qu'ils vont déjà être inquiets de plein d'autres choses, donc c'est pas la peine de s'en rajouter. Et si on estime que c'est pas la peine de faire un référendum papier pour ça, ben je pense qu'effectivement on va donner l'impression qu'on veut faire voter les gens tous les matins, tous les soirs, de manière mal informée, etc. Et si on veut leur donner le temps de la réflexion, ben on a le temps de préparer une élection et un référendum papier, pardon. Et voilà, on peut rester à l'écart de ces termes qui, à mon sens, vont plaire à certains geeks et vont nous aliéner une bonne partie de la population. Merci Antoine. C'est Arnaud qui a demandé la parole. Oui, je crois que tout le travail blockchain, c'est aussi parce qu'on a un gros problème d'intégration dans le numérique du ministère de l'Intérieur sur le nombre de gens qui votent réellement et pour qui. Voilà. Et après, le deuxième, c'est moi, forcément, je vote pour ma paroisse et je dis que la monnaie G1, on a une blockchain qui est entièrement en fait libre, Linux, qui est fait par les citoyens. Et bien évidemment, moi, je fais la relation entre la monnaie G1, la création monétaire brute du citoyen et son pouvoir de vote. Merci Arnaud, j'en étais sûr que tu allais en venir là, que tu n'allais pas pouvoir t'en empêcher. Morpho demande la parole. Oui, merci beaucoup. On touche du doigt beaucoup de sujets malgré tout dans des commentaires de texte, hein, en espérant pas être hors sujet. C'est intéressant de voir les différentes générations qui disent un peu leur ressenti. Moi, j'étais plutôt complètement en marche arrière sur les données de santé qui sont extraites comme un aspirateur de nos ordinateurs. Les médecins ont d'ailleurs gagné de l'argent pour ça dans les ordinateurs maintenant, donc il suffit de bloquer ça, mais moi je pense que je suis un des rares qui le fait. C'est très très efficace pour tout prendre. Maintenant, les médecins ont des logiciels qui relient l'intelligence artificielle à ce que vous leur dites, et des logiciels d'intelligence artificielle dont les bases de données sont sécurisées, pas forcément en France, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Ça va très très vite. Donc si vous voulez, en vieillissant, je me suis un peu détendu en disant là on va pas pouvoir faire sans tout ça aussi. Ça c'est la première remarque. Jusqu'à ce qu'on construise peut-être une sécurité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec une pondération nationale. Et je pense qu'on est en train de même pas marcher, on est en train de ramper et de peut-être un jour se mettre debout, peut-être en 2027 ou après. Et je crois qu'il faut arriver à prendre aussi le temps comme l'a dit Léo, commencer par quelque chose, et puis on est tous conscients qu'il faut bien commencer, et on a quand même conscience des limites à nous tous en intelligence collective. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui revient un petit peu à la même chose en synthétique, c'est
comme la bombe atomique, comme une arme à feu, comme un médicament. Enfin, la dose fait le poison, et à partir de là, ce sera à nous aussi de sécuriser les gens qui ont accès à ces putains de données numériques, parce que c'est toujours le problème en vrai. Je vous remercie. Merci beaucoup, Morpho. C'est Ludo qui demande la parole. Ouais, sur l'aspect, comment dire, sécurité, effectivement. Enfin, moi je te rejoins, Benoît, hein, sur la souveraineté numérique. Il faudrait que ce soit quelque chose de, comment dire, de purement citoyen, et potentiellement vérifiable par n'importe quel citoyen, du moins assez accessible. Et en cela, même si la blockchain semble être une bonne chose, je suis pas certain que ce soit le cas, parce que l'algorithmique qui est développée est quand même assez pointue. Et du coup, ça offre peut-être des aspérités non contrôlables. Enfin, moi, je sais pas, j'ai un peu de mal avec cette blockchain sur ce plan-là, déjà, sur le fait que ça puisse être accessible suffisamment, vérifiable, etc., globalement par les citoyens, alors qu'il y a des systèmes beaucoup plus simples qui peuvent être mis en place. Et bon, après, comme l'a dit Léo, de toute façon, il y a le triptyque, je sais plus, c'est dans la sécurisation, c'est l'anonymat, l'infalsifiabilité, la vérifiabilité. Il y en a toujours un des trois qui saute, en fait. Et pour l'instant, c'est l'axe de recherche, c'est ça, c'est d'arriver à assembler les trois. Mais bon, sinon, l'objectif, tu l'as donné, Benoît, la feuille de route, c'est ça, hein, le point d'arrivée, c'est la souveraineté numérique, mais il faut pas se tromper de choix, quoi. Et je rejoins Léo complètement sur le fait que faut pas se freiner sur cette recherche, mais en tout cas, c'est clair qu'il faut pas non plus se mentir qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller vers cette gouvernementalité numérique. Ouais, j'étais un peu long encore, merde. Non, t'es jamais assez long. Benoît demande la parole. Et aussi, ouais, une chose sur le numérique, je pense qu'il faut pas que ce soit exclusif. Il faut pas que ce soit le seul outil. Bien sûr, il faut penser à nos aînés qui votent papier. Il faut pas que ça nous prive, par exemple, de la période de débat, d'information, tout ça. Et je souhaiterais vraiment une souveraineté numérique parce que je vois plein d'avantages. Derrière, je pourrais voir un réseau social, par exemple, politique, qui est fait pour justement débattre, où il y aurait de bonnes conditions du débat sur les sujets politiques, un truc fait pour les citoyens, des choses. Enfin, on peut imaginer plein d'outils. Mais il ne faut pas se priver du débat en salle communale, de l'urne à la mairie pour nos aînés qui seraient complémentaires. Et c'est dans la superposition des outils qu'en fait on va pouvoir inclure le plus de monde possible dans la prise de décision. Arnaud demande la parole. Oui, sans rentrer dans la technique forte, il est possible maintenant, avec tous les outils qu'on a, que chaque personne, même les personnes âgées, parce que moi je travaille avec des personnes âgées, et finalement le code de la blockchain, ça veut dire le nœud. On peut se démerder pour qu'on ait tous un nœud de la blockchain, en fait. Sur tout le monde a un nœud. Et ça correspond quoi? Ce nœud, ça correspond au vote. Ça veut dire que s'il y a un changement dans le blockchain, il faudra au moins qu'il y ait 51% des gens qui l'updatent, sinon ça ne pourra pas bouger. Dans le nœud du blockchain aussi, il y a le contre-vote. Le fait que potentiellement, on a un vote pur et brut. Voilà, je vais juste te dire ça. Léo, tu lèves les bras pour prendre la parole ou c'est à Anne? Non, c'était par rapport au fait que il est 23 heures passées et qu'il faudrait penser à conclure sur ce paragraphe, faire un petit tour de clôture et puis après on peut continuer en off et laisser les autres aller se coucher. Yep. On prend les deux dernières. Je vais être rapide. Pardon. On finit. Ouais, en fait, c'était pour dire, on prend les deux dernières prises de parole. Après, on clôture sur ce paragraphe parce que il est 23h. On y est depuis 20h30 et on va couper l'enregistrement ensuite. Donc, on reste sur la question du document qu'on continue à étudier, donc sur le sujet. Donc, c'est à toi, Anne. Ensuite, c'est Antoine. Dans le sujet très terre à terre. Le truc, c'est quoi à toi, Anne. Ensuite, c'est Antoine. Ok. Donc, vous m'entendez, là? C'est bon? Ok, d'accord. J'étais en train de me dire, bon,
Pour les personnes âgées, à partir de leurs 85 ans, il est impossible, à cause très concrètement de tremblement de la main, d'appuyer sur des boutons, d'utiliser une tablette. Moi, mon père a 89 ans. En 90 depuis, enfin bref, maintenant. Et donc, déjà, lui, il peut plus utiliser Internet, plus de tablette, son ordinateur, ça l'enquiquine. Donc, physiquement, il ne peut plus. Donc, moi, je me dis, bon, le format papier permet au moins de faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'activité de vote permanent, ça me fait tiquer. Pourquoi? Parce que là, il y a un dosage à trouver. On parlait de, je crois que c'est, je sais plus qui parlait de flou. Vous étiez plusieurs à parler de flou tout à l'heure. Ayant travaillé, ayant été en contact avec un décideur, co-décideur, je sais plus ce qu'il disait il y a longtemps, dans une entreprise, on parlait de changement des habitudes dans l'entreprise. Lui, il donnait 2 ans pour que les personnes changent une attitude, une habitude, etc. Après, bon, tout dépend de certains rythmes, des niveaux, etc. Enfin bref, il y a des variables en fonction des personnes, mais le vote permanent, pour moi, c'est pas un terme crédible. L'un va pas avec l'autre. Le vote permanent, il faut ajouter quelque chose qui dit, bon, quelle est la dose, la quantité, que ce soit en local ou et en national, et donc dans les deux cas. Parce que c'est impossible d'avoir, encore une fois, le temps de réfléchir à un sujet sérieusement. Voilà. Si il faut décider pour, par exemple, dans un mois, d'un sujet grave. Voilà. En conclusion aussi, je pense que je vais devoir m'échapper puisque là, la réunion va être finie. Quand se déroule la prochaine réunion? Voilà. Et bonsoir à tous, parce que j'écoute jusqu'à la fin de la réunion. Merci. Merci Yann. Ben, c'est simple, c'est hebdomadaire, c'est tous les vendredis à 20h30. D'accord. Impeccable. Et je donne la parole à Antoine. Et puis ensuite, on va faire le tour de clôture. Ouais. Je reviens cette fois sur la place qu'occupe la gouvernementalité numérique dans le programme. Et en fait, c'est déjà dans le 2e référendum. Là, on a vu que ça peut être problématique à bien des titres. Et d'avoir déjà quelque chose dans le 2e référendum qui est problématique et qui est loin d'être essentiel. On propose déjà un bon nombre de choses qui vont être perçues comme étant risquées. Si on rajoute du numérique tout de suite dans un 2e référendum, je crains le pire et je crois que ça joue vraiment pas pour nous, et particulièrement dans la mesure où c'est absolument pas indispensable pour tout le reste. Merci. On en reste là, je coupe.